vous allez beaucoup tuer d'encre, c'est la question de l'optimalité des droits de propriété. Donc, dans le premier chapitre, je vous ai expliqué plusieurs fois pourquoi le droit de propriété est important au développement économique. S'il n'y a pas de droit de propriété, eh bien, le développement économique n'est pas possible parce que les décisions d'investissement seraient énormément aléatoires. Donc, ce qu'on va faire dans le chapitre, c'est rappeler l'importance des droits de propriété pour le développement économique, d'une part, et d'autre part, je vous rappellerai que les droits de propriété, quand on parle de droits de propriété, on n'a pas uniquement à l'esprit des droits de propriété privés. Même si les droits de propriété privés sont évidemment les plus répandus dans le système capitaliste, ce ne sont pas les seuls. Donc, il existe également, avec le développement, aussi bien sûr dans le plus développé, ce qu'on appelle des droits de propriété communs, ce qu'on appelle des biens communs. Alors, ces biens communs, ils existent partout. Encore une fois, il n'y en a pas qui contribuent en développement, il y en a également dans les pays développés, et c'est particulièrement vrai pour les ressources naturelles. Si certains d'entre vous, dans les campagnes de faire référence, ils savent tous qu'une partie de la forêt est un bien commun, ce qu'on appelle des biens communaux, voire même des biens sectionnés. Donc les biens communs sont largement répandus dans tous les pays de la planète, quel que soit leur niveau de développement. Alors, on verra que ces biens communs ont été extrêmement critiqués par les économistes, en particulier par les économistes néoclassiques, qui sont censés conduire à ce qu'on appelle le tragédie du commun. Je vais y revenir dans quelques instants. Mais depuis, disons, la fin des années 90, vous avez des économistes qui cherchent à réhabiliter ces biens communs, en particulier dans le contexte des pays en développement. Et si j'ai un seul nom à vous citer, eh bien c'est une économiste très importante, c'est Madame Ostrom, qui a été récompensée il y a quelques années par un prix Nobel d'économie, et qui défend dans ses travaux les biens communs dans les pays en développement. Donc je vous présenterai les travaux donc, de cette économiste qui s'appelle donc Voilà, donc deux sections. Dans une première section, on va revenir sur l'importance des droits de propriété en économie, de façon différente de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et donc, dans une seconde section, on verra donc la théorie des biens communs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, tout d'abord, les droits de propriété. Première section, les droits de propriété. Premier paragraphe. Pourquoi le droit de propriété? Alors d'abord, il faut définir ce que c'est qu'un droit de propriété. Donc les juristes, évidemment, ont leur propre définition du droit de propriété, c'est pas évidemment ce qui nous intéresse ici. Comment un économiste définit un droit de propriété? Alors un droit de propriété, c'est, la façon la plus simple de définir, c'est de dire que c'est la capacité des agents, à utiliser un actif, un bien, si on préfère. C'est la capacité des agents à utiliser un actif, un bien. Ou plus précisément, c'est la capacité des agents à contrôler un bien à l'exclusion d'autrui. Donc c'est la capacité des agents à contrôler un bien à l'exclusion d'autrui. Alors, si vous avez suivi, ce qui doit être le cas à quelques cours de droit, vous savez que quand un juriste définit un droit de propriété, il dit que dans un droit de propriété, il y a trois éléments. Et ces trois éléments, on les désigne, vous savez, par les termes latins, c'est l'usus, c'est la l'usus, et c'est le proprius. Alors, l'usus, c'est le droit d'usage sur le bien. Vous avez le droit d'utiliser le bien, et vous avez le droit d'en jouir. Sens juridique du terme. Ça, c'est ce qu'on appelle l'usus. L'abusus, c'est le droit de faire ce bien, soit en le vendant sur un
marché, soit en faisant don de ce bien à une autre personne ou par promesse, par héritage. Et enfin, la troisième dimension dans un droit de propriété, pour nos amis juristes, c'est le fructus. Alors le fructus, là, c'est le droit de faire fructifier ce bien, d'enrichir ce bien par des investissements. Alors, vous savez que ces trois caractéristiques d'un droit de propriété ne sont pas toujours réunies. Par exemple, par terme juridique, du droit de l'usufruit. Le droit de l'usufruit, ça veut bien ce que ça veut dire. Hein. Vous avez le droit d'user d'un bien, vous avez le droit d'enrichir ce bien, mais vous n'avez pas le droit de vous défaire de ce bien. Alors, les économistes vont dire les mêmes choses de façon un peu plus moderne. Les économistes vont définir ce qu'on appelle des droits de propriété complets. En économie, on définit ce qu'on appelle le droit de propriété complet. Alors, un droit de propriété complet, c'est un droit qui présente trois propriétés. La première propriété, c'est l'exclusivité. La première propriété, c'est l'exclusivité. Alors, l'exclusivité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le propriétaire, l'utilisateur de la ressource, le propriétaire, supporte la totalité des coûts et des bénéfices liés à la ressource, liés au coût. Donc, je répète, l'exclusivité, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le propriétaire, s'il vous plaît, l'utilisateur de la ressource, le propriétaire, supporte la totalité des coûts et des bénéfices liés à ce bien, liés à cette ressource. Première propriété d'un droit complet. Deuxième propriété d'un droit complet, c'est ce qu'on appelle la transférabilité. Alors la transférabilité, c'est simple à comprendre, c'est la possibilité de transférer le bien par échange sur le marché ou bien sûr par don. Donc la transférabilité. Et enfin, il y a une troisième propriété sur laquelle les économistes insistent fortement, c'est ce qu'on appelle la sécurité. La sécurité. Alors, la sécurité, hein, c'est la traduction plus ou moins bonne du terme anglais l'enforcement. Donc la sécurité, c'est le fait que votre bien est protégé contre les empiètements. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir dérober votre bien ou on ne peut pas utiliser votre bien contre votre volonté. Donc, la sécurité, c'est le fait que vous êtes protégé contre les empiètements. Les empiètements, c'est-à-dire le fait que autrui puisse utiliser votre bien, puis jouir de votre bien contre votre accord, contre votre volonté. Donc, quand ces trois propriétés existent, on dit que le droit de propriété est complet. Alors, bon, tout cela peut vous paraître assez évident, mais si vous y réfléchissez un peu, dans les sociétés modernes, les droits de propriété complets, finalement, ne sont pas si fréquents que cela. Reprenons, si vous voulez, les trois points qui caractérisent le droit de propriété complet. Le premier, je vous l'ai dit, c'est l'exclusivité. Et je vous ai dit que l'exclusivité, c'est le fait que l'agent propriétaire supporte la totalité des coûts et des bénéfices. Alors ça, théoriquement, qu'est-ce que c'est exclusivité? Et pourquoi c'est pas du tout conforme à ce qui se passe dans la réalité? Donc, je répète, c'est le fait que le propriétaire de la ressource supporte la totalité des coûts et des bénéfices, la totalité des coûts et des avantages. Alors, essayez de réfléchir un peu. Le contraire de cela, comment ça s'appelle en économie?
quand vous ne supportez pas la totalité des coûts et des bénéfices liés à une activité, un bien, une chose, ça s'appelle comment? Vous savez, ça s'appelle une... Oui, vous l'avez dit? Une? Je n'ai pas entendu. Une externalité. Autrement dit, les théoriciens nous disent que pour que le droit de propriété soit complet, il ne faut pas qu'il y ait d'externalité. Bon. Or, dans le monde réel, chacun sait que les externalités sont extrêmement fréquentes. Alors, ces externalités, ça peut être des externalités négatives ou des externalités positives. L'externalité négative, c'est évidemment la pollution. Hein. Celui qui est à l'origine d'une émission polluante ne supporte pas la totalité du coût lié à la pollution. Mais vous savez que les externalités peuvent également être des externalités positives. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'externalité positive? Vous savez, l'exemple que l'on donne toujours, c'est... oui. Celui de l'agriculteur qui a sa culture et l'apiculteur qui bien. les abeilles, dont les abeilles vont butiner. Parfait. Parfait. Donc c'est l'exemple classique, hein, c'est l'exemple d'un économiste qui s'appelle Mead, M-E-A-D-E, et donc c'est l'exemple évidemment de l'apiculteur et de l'horticulteur. Hein. Les deux vont générer une externalité positive pour leurs voisins. Alors, si vous avez une externalité positive ou une externalité négative, ça veut dire que le calcul économique privé n'aboutit pas à l'optimalité sociale. Si vous êtes pollueur, comme dans votre calcul économique, vous ne tenez pas compte du coût de la pollution pour la société, ça veut dire que vous allez produire trop. Et dans le cas de notre apiculteur ou de notre horticulteur, dans le cas où vous avez une externalité positive, dans ce cas-là, la production est comment par rapport à l'optimum social? Vous produisez trop, pas assez? Pas assez. Vous produisez pas assez puisque vous ne tenez pas compte des bénéfices de votre activité pour les activités voisines. Bon. Donc, la première chose que l'on demande à des droits de propriété complets, c'est d'exclure les externalités. Or, encore une fois, dans le monde réel, les externalités sont extraordinairement fréquentes. Elles sont même au cœur de l'économie de l'environnement, ceux qui se destinent à l'économie de l'environnement. Alors, par ailleurs, je vous fais remarquer que quand on parle d'exclusivité, on a également à l'esprit l'idée que vous êtes le seul propriétaire d'une chose. Bien le seul propriétaire d'une chose. Or, la société capitaliste, c'est une société où les grandes entreprises ont une forme juridique, qui est la forme juridique de société par action. Alors, évidemment, dans une société par action, le principe d'exclusivité n'est pas respecté, puisque vous ne détenez qu'une part de l'entreprise, et donc vous n'êtes pas le seul propriétaire de cette entreprise. Et l'analyse économique nous dit que lorsque le principe d'exclusivité n'est pas respecté, vous avez une source potentielle d'inefficacité. Alors cette source potentielle d'inefficacité, d'où vient-elle? Eh bien, elle vient du fait qu'à partir du moment où vous avez une multitude de propriétaires, les actionnaires, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut désigner des managers pour diriger l'entreprise. Les propriétaires sont trop nombreux, ils ne peuvent pas diriger de façon opérationnelle les entreprises, les managers. Et on sait que ces managers peuvent avoir des intérêts qui ne sont pas exactement ceux des propriétaires. Par exemple, les managers peuvent avoir intérêt à maximiser les budgets parce que les managers salariés, leur rémunération sera vraisemblablement en fonction de la taille du budget qu'ils auront à gérer. Mais maximiser les budgets, ça ne veut pas dire pour autant qu'on va maximiser les profits. Alors, ce qui intéresse évidemment les propriétaires, c'est la maximisation des profits. Donc, la société par action, on le sait depuis les travaux de Galbraith, dans les années 60, la société par action, qui viole ce principe d'exclusivité, peut conduire à des inefficacités économiques. Donc ça, c'est pour l'exclusivité. Et la transférabilité.
l'échange. Est-ce que la transférabilité, le principe d'échange, est toujours respecté? Est-ce que vous connaissez des modes de droit de propriété dans les sociétés modernes où le principe de la transférabilité ne sera pas respecté? Alors, bien sûr, l'exemple le plus parfait, c'est l'entreprise publique. Si vous n'êtes pas content de la manière dont sont gérées les entreprises publiques, eh bien, bon, vous n'avez guère de possibilités à votre disposition, sinon de quitter le pays. Vous ne pouvez pas renoncer à une part de la propriété qu'en tant que citoyen, en tant que résident dans un pays, vous avez sur une entreprise publique. Ce n'est pas possible. Et cette non-transférabilité peut être une source d'inefficacité dans la gestion de ces entreprises publiques. Je vous fais remarquer que dans le cas des sociétés par action, si vous n'êtes pas content de la manière dont l'entreprise est gérée, eh bien, évidemment, vous sanctionnez les dirigeants en vendant votre action sur un marché. Dans le cas d'une entreprise publique, le principe de transférabilité est évidemment totalement inexistant. Alors, vous êtes tout de suite arrivé au cas d'entreprise publique, mais on pourrait également considérer des formes intermédiaires, comme par exemple les systèmes coopératifs. Ce qui caractérise les systèmes coopératifs, c'est de posséder une part dans le système coopératif, mais en règle générale, dans les systèmes coopératifs, pour pouvoir vous défaire de cette part, vous devez par exemple avoir l'autorisation des autres membres de la coopérative. Donc le principe de transférabilité n'est pas entièrement respecté, il est en partie violé. Et cette violation de ce principe de transférabilité peut avoir des conséquences négatives en termes d'efficacité économique. Puisque si vous ne pouvez pas défaire aisément une part que vous avez dans une société coopérative, vous pouvez avoir des difficultés pour sanctionner une nouvelle gestion, pour sanctionner une gestion qui n'est pas conforme à vos intérêts. Et enfin, la troisième chose, voilà, c'est le plus évident, hein, c'est la sécurité. Comme on le sait, les droits de propriété peuvent être violés par des empiètements. Alors ces empiètements caractérisent toutes les formes de droits de propriété. Par exemple, dans le domaine agricole, dans les zones forestières d'Amérique latine ou d'Afrique centrale, même si vous avez, par exemple, des droits de propriété privés sur une partie de la forêt, eh bien, vous savez, par exemple, le cas du Brésil, vous savez que vous pouvez être menacé à tout instant par une arrivée d'agriculteurs sans titre, qu'on appelle des squatteurs, et qui viendront sur votre parcelle forestière, qui exploiteront votre parcelle forestière, et donc évidemment qui porteront atteinte à votre droit de propriété. Si on prend maintenant un exemple plus moderne, je ne sais pas si c'est plus moderne, hein, on sait bien que sur Internet, hein, les droits de propriété sont très fréquemment violés hein, par différents comportements, ce qui peut évidemment poser des problèmes quant à la viabilité économique de certains domaines, je pense par exemple aux chaînes privées. Voilà. Donc, les économistes ont une définition des droits de propriété complet, mais dans le monde moderne, on observe ce qu'on appelle des dégradations de ces droits de propriété. Dégradation des droits de propriété. Autrement dit, les trois caractéristiques des droits de propriété, complets, ces trois caractéristiques ne sont pas toujours vérifiées. Oui, est-ce que dans la troisième propriété de la sécurité, pour prendre l'exemple par exemple d'un agriculteur qui a un espace, l'État, sur l'influence des entreprises internationales, pour passer par l'État pour s'appuyer des industries. Oui, mais pas forcément. Par exemple, l'exemple que j'avais en tête, c'était des propriétaires forestiers dans les zones amazoniennes, au Brésil, qui ont un titre de propriété sur une parcelle forestière. Alors, la théorie nous dit que, évidemment,
faut une gestion raisonnée de la forêt. On dit qu'il faut faire ce qu'on appelle de la foresterie raisonnée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se mettre à couper immédiatement la forêt, il faut gérer, il faut couper les arbres, par exemple en fonction de leur âge, etc. Donc imaginez que ces propriétaires soient menacés par l'arrivée de squatteurs. Alors, ces squatteurs, ils peuvent être intéressés parfois, ils peuvent être intéressés par deux choses. D'abord, évidemment, ils peuvent être intéressés par le bois. Donc ils vont couper le bois, ils vont en quelque sorte dérober le bois au propriétaire légitime. Donc vous voyez bien évidemment quelle est la conséquence de cela sur le propriétaire légitime. Si le propriétaire légitime a peur qu'on vienne lui couper des arbres, là, il peut être incité à déforester plus qu'il pourrait faire pour empêcher que les arbres lui échappent. Et puis, dans le cas du Brésil, il y a un deuxième problème. Dans le cas du Brésil, vous aviez dans la constitution brésilienne un principe selon lequel la possession pouvait, au bout d'un certain temps, constituer un acte de propriété. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un individu débarquait sur une parcelle forestière, s'il coupait la parcelle forestière et s'il la mettait en culture, eh bien, au bout d'un certain temps, les tribunaux brésiliens pouvaient reconnaître les droits de propriété sur cette parcelle. C'est-à-dire la constitution brésilienne considérait que la non-exploitation d'une parcelle forestière, en quelque sorte, valait non-utilisation, c'est-à-dire si l'individu ne la cultivait pas, c'est qu'il n'en avait pas besoin, et donc on pouvait transférer les droits de propriété à d'autres personnes. Mais évidemment, les effets de ce type de dispositif, c'est que pour protéger sa terre, les individus vont déforester. C'est-à-dire pour éviter que les squatteurs viennent cultiver la terre et réclamer ensuite devant les tribunaux des droits, les individus vont couper la forêt et beaucoup considèrent que cette faiblesse juridique explique en partie la déforestation que l'on observe en Amazonie brésilienne. Donc vous voyez, un défaut dans la structure des droits de propriété a des conséquences économiques défavorables, mais aussi a des conséquences environnementales défavorables. Bon. Alors, une fois qu'on a dit que les droits de propriété sont importants, comment, disons d'un point de vue théorique, d'un point de vue académique, d'un point de vue, vous allez reconnaître un peu abstrait, comment peut-on les justifier? Alors, pour justifier les droits de propriété, vous avez en quelque sorte deux théories économiques, on peut dire, que vous pouvez utiliser. La première théorie, vous allez me dire si on vous en a parlé dans d'autres cours, si oui, je vais être plus rapide, c'est ce qu'on appelle le théorème de cause. Alors, cause, c'est pas cause au sens de causalité, hein. C'est le théorème de l'économiste Coase. C-O-A-S-E. Est-ce que vous savez ce que c'est le théorème de Coase? Non? Oui, non? Bon. Alors, je vais illustrer ce théorème de Coase, non pas de façon abstraite, algébrique, mais je vais illustrer ce théorème de Coase en prenant un exemple environnemental. D'accord? C'est un exemple, une démonstration du théorème de Coase. C'est un exemple. Alors, je vais supposer une entreprise qui, par son activité économique, génère une pollution sur son voisinage. Alors, le voisinage, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être, par exemple, des riverains. Imaginez des riverains qui vivent aux alentours d'entreprises polluantes, ou qui utilisent par exemple le fleuve en aval de l'entreprise avec une entreprise qui rejette un certain nombre de produits chimiques dans le fleuve. Imaginez ce que vous voulez. Donc vous avez une entreprise qui génère des dommages. Alors vous savez, pour ceux qui font de l'économie de l'environnement l'année prochaine, vous savez que le but de l'économie de l'environnement, c'est d'évaluer monétairement les dommages. On arrive à donner une valeur économique, une valeur en termes de prix aux dommages. Je dirais que c'est la raison d'être de l'économie de l'environnement. Alors, imaginons, dans mon petit exemple fictif, que les dommages se montent à 1000.
importe l'unité. 1000 euros à 1000 euros, tout ce que vous voulez. Donc 1000, ce sont les dommages. Les dommages. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire face à ces dommages? Alors, face à ces dommages, on peut imaginer une solution technique qui consiste à les réduire. Concrètement, la solution technique permettant de réduire les dommages, ça serait par exemple l'achat d'un filtre. Imaginez que l'entreprise ait la capacité d'acheter un filtre permettant d'éliminer les rejets polluants. Alors, ce filtre, évidemment, n'est pas gratuit. Donc, ce filtre, on va supposer qu'il coûte quelque chose, et ce quelque chose, on l'évalue à 300. Mais évidemment, il y a une autre façon d'éviter les dommages de la pollution. Il y a une autre façon d'éviter les externalités négatives générées par la pollution. Voilà, tout simplement, c'est que les riverains aillent voir un peu plus loin. Autrement dit, les riverains pourraient déménager, partir, pour échapper aux conséquences négatives, pour leur santé par exemple, des rejets polluants. Donc, il y a une troisième solution. Cette troisième solution, on va l'appeler le déménagement, pour faire simple. Et on va chiffrer ce déménagement. On va dire que le coût du déménagement, il est de 500. Bien. Alors, imaginons qu'on est dans un monde, d'abord, sans droit de propriété. Qu'est-ce que ça veut dire un monde sans droit de propriété? Non, sans droit de propriété, dans cet exemple, c'est un monde où l'entreprise peut polluer, peut générer des externalités négatives, sans supporter les moindres conséquences financières. Et ça, un monde sans droit de propriété. Un monde sans droit de propriété, c'est un monde où il n'existe pas de mécanisme permettant, comme on dit de façon plus savante, d'internaliser les externalités. Donc un monde sans droit de propriété, ici, c'est un monde où vous avez des dommages environnementaux, et puis voilà. Donc un monde sans droit de propriété, c'est un monde où, si on veut dire, l'équilibre génère une perte de bien-être de 1000, puisqu'il ne se passe rien, il y a des dommages. On constate les dommages sont de 1000. Alors, imaginons maintenant une situation où on instaure des droits de propriété. Alors, si on instaure des droits de propriété, de façon un peu théorique, on a deux systèmes possibles. Alors, d'abord, on peut donner un droit de propriété à l'entreprise. Première façon de procéder, c'est de donner un droit de propriété à l'entreprise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire donner un droit de propriété à l'entreprise? En gros, ça veut dire que vous instaurez un droit à polluer. Alors, vous direz, c'est un peu choquant, mais on ne parle pas ici d'éthique. Donc, on instaure un droit, on donne un droit à l'entreprise, autrement dit, on donne un droit à polluer. Alors, si on donne un droit à polluer, qu'est-ce que ça veut dire? Si on donne un droit à polluer, ça veut dire que l'entreprise a le droit de polluer. Alors on peut justifier en disant par exemple que l'entreprise s'est installée avant les riverains, donc les riverains n'étaient pas s'installer là, tant pis pour eux. Bon, alors, s'il y a un droit à polluer, la balle, si on peut dire, est dans le camp des riverains. Qu'est-ce qu'ils vont faire les riverains dans une situation où vous avez un droit à polluer? Alors les riverains, ils pourraient décider de ne rien faire. Mais si les riverains ne font rien, ils vont supporter une perte de 1000. Deuxième possibilité, les riverains pourraient décider de déménager. S'ils déménagent, ils vont payer le prix qui est de 500. Et enfin, troisième possibilité, les riverains pourraient décider de constituer une caisse commune pour financer l'achat d'un filtre. Et si les riverains choisissent cette solution, ça va leur coûter combien? Ça va leur coûter 300. Évidemment, si nos riverains sont rationnels, ils vont choisir cette solution. Autrement dit, ils vont choisir l'achat du filtre. Et vous constatez dans ce petit exemple
que l'achat du filtre est bien Pareto optimal. C'est bien le meilleur choix possible, puisque c'est le choix qui permet de minimiser les coûts. Croissance, c'est bien ce qui est le plus faible. Donc, dans un système de droit à polluer, la solution qui va être retenue, c'est l'achat du filtre, et qui c'est qui va payer le filtre? C'est les riverains. Deuxième solution juridique, vous donnez un droit de propriété, cette fois-ci aux riverains. Alors, donner un droit de propriété aux riverains, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous créez un droit de l'air pur, ou à l'eau pure, un droit à l'environnement pur, vous créez un droit à l'environnement pur. Autrement dit, vous appliquez le principe du pollueur-payeur. Si vous appliquez le principe du pollueur-payeur, c'est-à-dire si vous donnez un droit de propriété aux riverains, cette fois-ci, c'est à l'entreprise de prendre une décision. Qu'est-ce qu'elle va faire? Soit, techniquement, elle ne modifie pas son processus de production, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'elle doit indemniser les riverains et ça va lui coûter 1000, beaucoup trop cher. Soit, elle va financer le déménagement des riverains, ça va lui coûter 500. Soit, elle va acheter le filtre, ça va lui coûter 300. Et évidemment, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va acheter le filtre. Qu'est-ce que vous observez? Vous observez que l'on soit dans une situation où on donne un droit à polluer, que l'on soit dans une situation où on donne un droit à l'environnement pur, dans les deux cas de figure, on arrive à la même solution, l'achat du filtre, qui est Pareto optimal. Donc dans les deux cas de figure, dans les deux systèmes juridiques, si on peut dire, on arrive à la même solution qui est Pareto optimal, qui est le droit à l'environnement pur. Ça, c'est le théorème de cause. Le théorème de cause, qu'est-ce qu'il nous dit? Le théorème de cause, il nous dit que la répartition initiale des droits de propriété, donc la répartition initiale des droits de propriété, vous avez bien compris ce que ça veut dire. La répartition initiale, c'est droit à l'air pur versus droit à polluer. Donc la répartition initiale des droits de propriété est sans implication pour l'efficacité économique. Les deux conduisent à 300, donc est sans implication pour l'efficacité économique, pourvu que ces droits existent et puissent être échangés librement sur un marché. Pourvu que ces droits existent et puissent être échangés librement sur un marché. Autrement dit, si on n'instaure pas de droit à propriété, la solution ne sera pas Pareto optimale, puisque la solution, ça sera 1000. Il y aura 1000 de dommages pour les riverains. Si on instaure un système de droit de propriété, peu importe lequel, droit à l'air pur, droit à polluer, dans les deux cas de figure, on arrivera à une solution Pareto optimale, et cette solution Pareto optimale, c'est 300, c'est l'achat du filtre. Donc, la première chose que nous dit le théorème de cause, c'est qu'il faut instaurer un système de droit de propriété pour réduire l'inefficacité économique. C'est évidemment une justification de droit de propriété. Sans droit de propriété, il n'y a pas d'efficacité économique. Mais le théorème de cause ne nous dit pas que ça. Le théorème de cause nous dit qu'il y a équivalence entre les deux droits de propriété. Alors, en fait, l'équivalence entre les deux droits de propriété, elle n'est vraie que dans une économie où les coûts de transaction sont inexistants. L'équivalence entre les deux droits de propriété est vraie uniquement dans une économie où les coûts de transaction sont inexistants. Alors, c'est un tout petit peu délicat, je vais essayer de vous l'expliquer. Les coûts de transaction, vous le savez, ce sont ce qu'on appelle les coûts de recours au marché. Alors, qu'est-ce que c'est que les coûts de transaction dans cette histoire? Dans le système de droit à polluer, rappelez-vous,
l'histoire, les riverains doivent financer l'achat du filtre. D'accord? Ils doivent acheter le filtre, et ensuite, ce filtre doit être installé sur l'entreprise. Alors, le problème, évidemment, c'est que les riverains, il n'y en a pas un seul. En règle générale, vous allez avoir plusieurs riverains, voire même vous allez avoir un grand nombre de riverains. Donc, la première question qui va se poser, c'est qui paie quoi? C'est-à-dire, si vous avez 200 000 riverains, 300 000 riverains ou 1 million de riverains, parce que les riverains, c'est une ville, il va falloir définir ce qu'on appelle une clé de répartition. Ok, on achète le filtre, mais qui paie quoi? Alors, plusieurs règles sont concevables. Après tout, ça peut être celui qui est le plus proche de l'usine polluante qui paie le plus. Peut-être. Mais on pourrait également introduire des considérations de justice sociale. Ça pourrait par exemple être les plus élevés, les plus riches, qui paient davantage. Bon. En tout cas, on ne va pas décider instantanément de la clé de répartition. La négociation de la clé de répartition va prendre du temps, puisque évidemment, quand on cherche à répartir des ressources finies, c'est extrêmement compliqué, extrêmement conflictuel. Ce temps passé à répartir la clé de répartition, à définir la clé de répartition, ça génère un coût de transaction. C'est une forme de coût de transaction. Alors, dans le coût de transaction, il n'y a pas que ça. Le filtre, c'est un dispositif technique, anti-polluant. Bon, on peut imaginer que les riverains n'ont évidemment strictement aucune compétence technique en matière de filtre, donc il va falloir faire appel à des experts qu'il faudra naturellement payer pour savoir quel est le bon filtre. Tout cela, ça va coûter de l'argent, ça va prendre du temps, et ça génère également un coût de transaction. Autrement dit, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si on instaure un droit à polluer, autrement dit, si c'est aux riverains qu'incombe la nécessité d'acheter le filtre, peut-être qu'au 300 prix du filtre, il faudra rajouter, par exemple, 300 de coûts de transaction. Donc, pour les riverains, l'achat du filtre ne va pas leur revenir 300, l'achat du filtre va leur revenir 600. Et si l'achat du filtre leur revient 600, évidemment, ils ne vont pas acheter le filtre, ils vont déménager. Et dans ce cas-là, le théorème de cause est violé, le théorème de cause n'est plus respecté. Et le théorème de cause, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit une chose extrêmement importante. Il nous dit que le bon système de droit de propriété, c'est le système qui minimise les coûts de transaction. Or, pour minimiser les coûts de transaction, évidemment, il est bien préférable d'instaurer un droit à l'environnement pur qu'un droit à polluer. Parce que dans un système de droit à l'environnement pur, c'est l'entreprise qui achète le filtre, et l'entreprise, elle n'a pas à supporter les coûts de transaction que supporteront les riverains. Donc, en présence de coûts de transaction, la bonne structure juridique, donc indépendamment de considérations d'équité ou de considérations morales, la bonne structure juridique, la bonne disposition juridique, c'est celle qui minimise les coûts de transaction. Et en règle générale, la structure des droits de propriété qui minimise les coûts de transaction, c'est celle qui consiste à accorder des droits de propriété de type droit à l'environnement. Alors, il y a d'autres hypothèses dans le théorème de cause sur lequel je voudrais brièvement vous dire un mot. Le théorème de cause néglige ce qu'on appelle les effets d'incidence fiscale. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'incidence fiscale? Dites-moi ce que c'est que l'incidence fiscale. Et quel rapport entre l'incidence fiscale et mon histoire? Alors, c'est quoi l'incidence fiscale? Ça, l'incidence fiscale, c'est quelque chose d'extraordinairement important, surtout, par exemple, quand on parle de questions de fiscalité. D'abord, j'aimerais vous expliquer ce que c'est que l'incidence fiscale de façon générale, et ensuite, je vous dirai quel est le rapport avec le petit exemple. Alors, c'est quoi l'incidence fiscale? C'est quelque chose de fondamental. Alors,
Oui. L'incidence fiscale, c'est la manière dont les agents taxés vont réagir à la taxation. Quelle est l'idée? Imaginez par exemple que vous décidiez de taxer une entreprise, par exemple pour des raisons d'efficacité économique ou de justice sociale. Alors généralement, quand on préconise ce type de mesure, on a à l'esprit que c'est l'entreprise qui va supporter les coûts de la charge fiscale supplémentaire. Simplement, dans la réalité, évidemment, les entreprises, elles ne vont pas rester inertes face à cette charge fiscale supplémentaire. Et elles vont chercher à la répercuter. Alors comment vont-elles la répercuter, cette charge fiscale supplémentaire? Sur les prix, si l'élasticité prix n'est pas trop forte, c'est-à-dire s'il n'y a pas trop de concurrence, elles peuvent le répercuter sur les prix, autrement dit sur les consommateurs, voire sur les salariés. Elles peuvent également le répercuter sur les salariés. Par exemple, oui, pardon. Ces questions d'incidence fiscale, ça marche dans les deux sens. Par exemple, lorsque l'on recommande ou lorsqu'on envisage, par exemple, une diminution de points de TVA. Donc on peut dire qu'il est légitime, pour des raisons, disons, d'équité, il est légitime de réduire les taux de TVA sur des produits que l'on considère comme essentiels. Bon. Le problème, évidemment, c'est que rien ne dit que les entreprises vont répercuter la baisse de la TVA sur les prix. Tout dépend, en fait, des élasticités de prix, tout dépend de la manière dont les marchés fonctionnent. Dans certaines circonstances, une diminution des taux de TVA va simplement augmenter les marges des entreprises. Les entreprises, elles ne vont pas baisser les prix, donc elles ne vont pas répercuter sur les consommateurs, elles vont simplement augmenter leurs marges. Donc, quand on parle de fiscalité, il faut toujours se demander qui, in fine, paie, ou qui, in fine, en bénéficie. Parce que l'agent qui est taxé, ce n'est pas forcément l'agent qui va supporter, in fine, le poids de la fiscalité accrue ou les bénéfices d'une moindre fiscalité. Alors, revenons à mon petit exemple. Si vous instaurez un système de droit à l'air pur, c'est comme si vous instauriez une taxe sur l'entreprise, puisque vous chargez, vous instaurez une charge supplémentaire sur l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle peut faire, l'entreprise? Dites-moi. Eh bien, oui, elle peut réagir, elle peut, pourquoi pas délocaliser, elle peut augmenter les prix, elle peut agir sur les salaires, elle peut agir sur le temps de travail, bref, vous avez ce qu'on appelle des effets d'équilibre général, des effets indirects qui sont extraordinairement complexes et finalement, à moins de faire une analyse extrêmement approfondie de la situation de l'entreprise, on ne peut pas a priori savoir ce qui va se passer. Le théorème de Coase ignore tous ces effets indirects, tous ces effets d'incidence fiscale. Donc, c'est un joli théorème, il est très beau, très élégant, très simple, hein, mais rappelez-vous que derrière ce théorème, vous avez quand même un certain nombre d'hypothèses qui sont parfois assez fortes. Par contre, pour notre propos, le message principal du théorème de Coase, qui veut que, pour réduire les inefficacités économiques, il faut instaurer un système de droit de propriété, ça, c'est un message, évidemment, qui est extrêmement vrai et qui est très important. Voilà ce que je voulais vous dire sur le théorème de Coase. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions ou des incompréhensions? Oui. Vous avez parlé des équivalences. L'équivalence. L'équivalence du théorème de Coase, c'est l'idée que, en termes d'efficacité économique, je dis bien en termes d'efficacité économique, et uniquement en termes d'efficacité économique, le droit à l'air pur est équivalent au droit à polluer, puisque les deux vont aboutir à la solution Pareto optimale, qui est l'achat du clic 300. C'est ça l'équivalence. Deux systèmes juridiques différents aboutissent au même résultat, en termes d'efficacité, et pas évidemment en termes d'équité. En termes d'équité, c'est pas pareil que ce soit l'entreprise ou les riverains qui paient, mais en termes d'efficacité, c'est la même chose. D'autres questions?
C'est bon? Ok. Alors, deuxième fondement des droits de propriété, qui est extrêmement connu, c'est ce que dans la littérature, on appelle la tragédie des communs. La tragédie des communs. Alors, d'abord, ce qui est à l'origine de la tragédie des communs, c'est un auteur que je vous demande de retenir, qui s'appelle Harding, en 1968. Harding. Alors d'abord, je vais vous expliquer littérairement ce que c'est que la tragédie des communs, en prenant un exemple que je cite toujours, et ensuite je vous proposerai une toute petite analyse graphique pour comprendre ce qu'elle est. D'abord, il faut faire très attention au vocabulaire. La tragédie des communs, c'est la traduction littérale de l'anglais. Et en fait, quand on parle de tragédie des communs, on ne parle pas de la tragédie des biens communs, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Parce que les biens communs, comme je vous l'expliquerai tout à l'heure ou la semaine prochaine, ne débouchent pas forcément sur une tragédie des communs. Non. La tragédie des communs, c'est une situation où vous n'avez pas de droit de propriété. C'est une situation où vous n'avez pas de droit de propriété sur une ressource. Et cette absence de droit de propriété sur une ressource va conduire à la surexploitation de la ressource. Cette absence va conduire à la surexploitation de la ressource et bien sûr à l'épuisement rapide de la ressource. Alors, je pourrais vous donner comme exemple les ressources halieutiques en pleine mer, enfin, au-delà des zones économiques exclusives, mais je vais vous donner l'exemple que Harding avait utilisé en 1968, qui est celui du surpâturage. Alors, de quoi s'agit-il? Donc imaginons une situation où vous avez un pâturage, dit Harding, où finalement les droits de propriété sont inexistants. Alors on dirait, mais comment est-ce possible que des droits de propriété sont inexistants? Alors, en fait, il est possible que sur ce pâturage, vous ayez un droit de propriété formel. Par exemple, il est possible que la terre appartienne à l'État. Dans certains pays, la terre formellement appartient à l'État. Mais évidemment, cette propriété étatique de la terre, c'est une propriété notionnelle. C'est-à-dire, c'est un principe, hein, mais évidemment, ce n'est absolument pas respecté. Donc, quand on dit que le pâturage est sans droit de propriété, ça ne veut pas dire qu'on est sur la planète Mars. Hein. Ça veut simplement dire que s'il existe un droit de propriété, c'est un droit de propriété qui est notionnel et qui n'a strictement aucune valeur quand c'est un droit de propriété étatique. Et imaginez que vous ayez des ménages, donc vivant dans un village, on dit Harding, qui peuvent utiliser ce pâturage. Alors, comme il n'y a pas de droit de propriété, les ménages ont évidemment intérêt d'amener le maximum possible d'animaux paître sur ce pâturage. Il n'y a pas de règle, hein, c'est-à-dire tout le monde fait ce qu'il veut. Donc, vous amenez évidemment le plus possible d'animaux sur le pâturage, et tout le monde dans le village a ce même comportement. Alors, évidemment, les agents sont tout à fait conscients que surutiliser un pâturage, ça conduit à son appauvrissement et ça conduit à la destruction des sols. Mais comme le pâturage appartient à tout le monde, c'est-à-dire à personne, dans l'exemple de Harding, il n'y a strictement aucune raison que vous ayez un comportement respectueux du pâturage. C'est-à-dire, si vous, ménage, vous réduisez le degré d'utilisation du pâturage parce que vous êtes conscient des effets négatifs sur la qualité des sols, la qualité nutritive d'une surexploitation du pâturage, c'est vos voisins qui vont bénéficier, qui vont pouvoir amener davantage de leurs bêtes sur le pâturage. Donc,
tout le monde va avoir ce type de comportement, qui est un comportement non coopératif. Hein. En théorie des jeux, vous savez, c'est ce qu'on appelle le dilemme du prisonnier. Et ce comportement non coopératif va conduire à un épuisement natural, et c'est ce que Harding appelait en 1968 la tragédie des communs. Donc la tragédie des communs, c'est l'existence d'une ressource qui est ouverte à tous, ou en tout cas qui est ouverte à une grande communauté, sans règle, en quelque sorte, de prélèvement sur cette ressource. Et cette absence de règle, cette absence de droit de propriété, conduit à une destruction rapide de la ressource. Alors, l'exemple est ancien, il peut paraître un peu démodé, hein, mais encore une fois, c'est quelque chose qui est de grande actualité. Hein. Pensez par exemple aux ressources halieutiques. Hein. On sait que les ressources halieutiques s'épuisent, et l'épuisement des ressources halieutiques peut parfaitement être lu, peut parfaitement être interprété comme une conséquence de la tragédie des communs. C'est bon? Ok. Alors, je voudrais, pour illustrer de façon un peu plus formelle, un tout petit peu plus formelle, cette tragédie des communs, prendre un exemple qui est dû à un économiste qui s'appelle Luch. Un article de Debout. Alors, Luch va s'intéresser à une ressource. Alors, pour ne pas être trop abstrait, cette ressource, on va lui donner un nom, mais encore une fois, il ne s'agit pas tellement de nous intéresser à cette ressource particulière qu'à nous intéresser à la tragédie des communs en général. La ressource qui intéresse Luch, c'est une ressource qui s'appelle le bison d'Amérique. C'est le bison d'Amérique. C'est le bison d'Amérique avant les grandes lois de protection fédérale du bison. Vous savez qu'avant que le gouvernement américain se décide à protéger très sérieusement l'espèce, eh bien, le bison d'Amérique est une espèce quasiment en voie d'extinction. Alors, de façon un peu plus théorique, notre bison d'Amérique, c'est une ressource qui a deux propriétés. Elle est divisible, mais non exclusive. Divisible, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire évidemment que le bison que vous tuez, que le chasseur tue, que le chasseur capture, ce bison il n'est pas disponible pour autrui. La divisibilité, c'est le fait que ce que vous consommez n'est pas consommable par les autres. La divisibilité. Mais à côté de cette propriété de divisibilité, vous avez une autre propriété qui est la propriété de non-exclusivité. Alors la non-exclusivité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, à l'époque décrite par Luch, les bisons ils vivent sur les territoires gigantesques et ils n'appartiennent à personne. Enfin, peut-être qu'ils appartiennent au gouvernement fédéral, mais dans la réalité, ils n'appartiennent à personne. Hein. On n'a pas affaire à des animaux, par exemple, qui seraient marqués. Hein. On n'a pas les animaux de X et les animaux de Y. Donc, on a affaire à une ressource qui est divisible, mais non exclusive. Alors, je vais faire un graphique où, sur l'axe des abscisses, je vais représenter ce que vous pouvez appeler l'effort de chasse. L'effort de chasse. Alors, la chasse ici, une sorte de parabole. La chasse, c'est l'image. Pas la chasse qui nous intéresse ici. L'effort de chasse, c'est plutôt le taux d'extraction de la ressource. Hein. Ici, c'est de la chasse, mais peu importe. Pas un modèle sur la chasse. Un modèle sur l'exploitation et l'extraction de ressources. Donc, l'effort de chasse, en fait, qu'est-ce que ça capte? Ça capte les efforts que vous concentrez pour extraire une ressource. Alors, cet effort de chasse génère
un coût et un bénéfice. Alors, donc je vais mettre sur l'axe des coordonnées des valeurs, c'est-à-dire des coûts et des bénéfices. Je vais d'abord représenter en bleu le coût de la chasse. Alors, je vais supposer que le coût de la chasse est une fonction croissante de l'effort de chasse. Bon. Ça, c'est une hypothèse qui est extrêmement raisonnable. Le temps que vous passez à extraire la ressource, dans l'exemple du temps que vous passez à chasser, ça génère évidemment un coût d'opportunité, c'est un temps que vous ne consacrez pas à des activités économiques autres. Donc, on va supposer que l'effort de chasse, autrement dit l'extraction de la ressource, génère un coût, et pour simplifier la vie, je vais supposer qu'on a affaire à une fonction croissante et linéaire de l'effort de chasse. Dans la réalité, la fonction de coût est sans doute beaucoup plus compliquée, mais pas de problème. Et face à cet effort de chasse, là, évidemment, j'ai un bénéfice de la chasse. Alors, ce bénéfice de la chasse, je vais supposer, je vais expliquer pourquoi dans quelques instants, que c'est une fonction non linéaire de l'effort de chasse, et plus précisément, c'est une fonction quadratique en U inversé de l'effort de chasse. C'est-à-dire, je vais supposer que le bénéfice de la chasse, c'est une courbe en cloche. Alors, c'est quoi l'idée? Le bénéfice de la chasse, dans le petit exemple, c'est le prix unitaire de la ressource. Le prix unitaire de la ressource, vous voyez, c'est le prix du bison. Entre guillemets. Ce prix du bison ici, on va le supposer constant. Et on va supposer que le prix du bison n'évolue pas. En la réalité, la pression démographique fait que, évidemment, le prix du bison a sans doute tendance à augmenter, mais ici, on va supposer que le prix du bison est une constante. Et le bénéfice de la chasse, c'est le prix unitaire du bison multiplié par, bien sûr, le nombre de bisons tués. Et le nombre de bisons tués, comment évolue-t-il avec l'effort de chasse? Eh bien, dans un premier temps, plus l'effort de chasse est important, c'est-à-dire plus vous cherchez à extraire de la ressource, plus évidemment vous allez extraire de la ressource, c'est-à-dire plus vous allez tuer le bison, et plus vous allez en retirer un bénéfice. Dans un premier temps, le bénéfice de la chasse, c'est-à-dire de l'extraction de la ressource, ce bénéfice est une fonction croissante de l'effort de chasse, naturelle. Mais ce qui va se passer, c'est qu'un phénomène de rareté va se produire. Ce phénomène de rareté, c'est l'idée que, à partir d'un certain seuil, lorsque la pression sur la ressource devient très élevée, dans mon exemple, lorsque l'effort de chasse devient excessif, eh bien, la ressource va diminuer, c'est-à-dire la population de bisons va diminuer, la ressource va diminuer, la population de bisons va diminuer, et évidemment, plus la population de bisons diminue, plus le nombre de bisons tués diminue, et moins le bénéfice est important. Vous comprenez? Donc je répète, dans un premier temps, plus vous consacrez d'efforts à extraire la ressource, c'est-à-dire plus vous consacrez de temps à la chasse, plus évidemment vous tuez les bisons, plus le bénéfice est élevé, mais vous allez provoquer une raréfaction de la ressource, c'est-à-dire la population de bisons, c'est-à-dire la ressource, diminue. Et si la ressource diminue, ça veut dire que ça devient de plus en plus compliqué de capturer un bison, de tuer un bison. Le nombre de bisons tués, le bénéfice lié à l'extraction de la ressource, diminue avec les efforts que vous consacrez à l'extraction de la ressource. Donc, ce qui explique la courbe en cloche, c'est le fait que la ressource devient de plus en plus rare.
Vous avez compris? C'est clair? Alors, qu'est-ce qui se passerait maintenant dans une situation où le bison est des propriétés privées? Donc, imaginons, supposons, ce qui n'est pas le cas, mais supposons que les bisons soient identifiés par un dispositif technique quelconque, et supposons que le bison soit propriété privée. Alors, si le bison était propriété privée, autrement dit, s'il n'y avait pas de tragique des copains, le chasseur, l'extracteur de la ressource, qu'est-ce qu'il ferait? Il chercherait à maximiser le profit. Maximiser le profit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire maximiser la distance entre le bénéfice et le coût. Parce que le profit, évidemment, c'est l'écart entre le bénéfice et le coût. Et vous savez tous que le profit est maximum quand on observe quoi? Qu'est-ce qui permet de maximiser le profit? Comme on dit, qu'est-ce qui permet de maximiser la distance entre la courbe rouge et la courbe bleue? Algébriquement, question très difficile, très difficile. Donc vous savez, le profit c'est B moins C, bénéfice moins coût. Vous cherchez à maximiser le profit, donc le profit, si les conditions de second ordre sont bonnes, le profit est maximum quand, quoi? Oui, quand? J'ai pas entendu. Quand la dérivée, quelle dérivée? Quelles sont les dérivées qui sont égales entre elles? Hein? Bon, c'est la question très simple. Hein. Le profit, c'est B moins C. La question, c'est dans quelles conditions le profit est maximum. Autrement dit, dans quelles conditions la distance entre la courbe rouge et la courbe bleue est la plus élevée possible. Ça devrait jaillir, oui. Hein? Pourquoi 0? Pourquoi le coût est égal à 0? Pareil, réponse à la question. Oui, monsieur. Quand, alors, pas le prix ici, le bénéfice marginal est égal au coût marginal. Effectivement, quand le bénéfice marginal est égal au coût marginal, le profit est maximum. Et le bénéfice marginal, qu'est-ce que c'est? Graphiquement, c'est là. J'ai tracé la courbe de bénéfice. Donc le bénéfice marginal, c'est quoi? C'est là. Voilà, c'est la pente de la courbe de bénéfice. Autrement dit, la distance entre la courbe bleue et la courbe rouge est la plus élevée quand le bénéfice marginal, la pente de la courbe rouge, est égal au coût marginal, la pente de la courbe bleue. Donc vous cherchez le point où la pente de la courbe rouge est égale à la pente de la courbe bleue. Alors moi, ici, très mal, et puis les tableaux sont pas très faciles, je vais supposer que c'est ici. Donc ici, je vais supposer que vous avez l'effort de chasse si le bien était en propriété privée. Autrement dit, si vous aviez une maximisation du profit, autrement dit, maximisation de la distance entre la courbe de bénéfice et la courbe de coût. Bien. Mais la propriété privée sur le bison n'existe pas. Donc, comme la propriété privée sur le bison n'existe pas, les chasseurs n'ont aucune raison de choisir ce niveau de chasse au chapeau. Pourquoi? Tout simplement parce que s'ils restreignent le niveau de chasse à eux chapeau, ça veut dire qu'ils laissent les bisons pour leurs rivaux, fragilité commun, et ça n'a strictement aucun intérêt d'un point de vue rationnel. Donc nos chasseurs, ils vont accroître leur effort de chasse par rapport à l'opinion privée. Alors, à votre avis, on va l'accroître jusqu'à quel point? Jusqu'au? C'est quoi le secret? Oui, ils vont effectivement l'accroître jusqu'au point où la courbe de bénéfice coupe la courbe de coût. Autrement dit, ils vont l'accroître jusqu'au point où le bénéfice total, c'est-à-dire le bénéfice moyen, est égal au coût total, c'est-à-dire, algébriquement également, le coût moyen. En absence de loi de propriété,
l'effort de chasse qui va être choisi, c'est E bar, pas au-delà. Parce qu'au-delà, ce serait évidemment totalement optionnel. Au-delà, le coût deviendrait supérieur au bénéfice là-dessus. La différence entre les deux, qu'est-ce que c'est? C'est la tragédie des communs, c'est la surexploitation de la ressource. Donc, la différence entre les deux, c'est la tragédie des communs. C'est la surexploitation de la ressource. Hein. C'est le fait que vous choisissez un niveau d'extraction de la ressource où la ressource raréfie, hein, puisque vous êtes dans la partie décroissante de la courbe de bénéfice. Hein. Donc la tragédie des communs, c'est la distance entre l'art et le chapeau. La tragédie des communs, c'est aussi ce qu'on appelle l'épuisement de la rente. Alors l'épuisement de la rente, qu'est-ce que c'est hein? L'épuisement de la rente, c'est le fait que si la ressource était en propriété privée, vous avez intérêt de la préserver pour que la valeur de cette ressource soit la plus élevée possible. C'est-à-dire que vous n'avez pas intérêt de mettre sur le marché trop de cette ressource, parce que si vous mettez sur le marché trop de cette ressource, eh bien cette ressource va perdre de sa valeur. Mais ce comportement n'est possible que si la ressource vous appartient. C'est-à-dire, ce n'est rationnel de renoncer à extraire aujourd'hui de la ressource que si vous savez que demain, vous pourrez extraire cette ressource. Mais justement, la tragédie des communs, vous n'avez pas cette garantie. Puisque si vous cherchez à préserver la ressource pour vous accaparer la rente de rareté de la ressource, ça ne peut pas marcher dans la mesure où ce sont vos rivaux qui vont extraire à votre place cette ressource. Donc, dans une situation où les droits de propriété sont mal définis, on dit qu'il va y avoir épuisement de la rente. Donc l'épuisement de la rente, ça veut dire qu'on va mettre sur le marché trop de la ressource, donc on renonce à la rente de rareté de la ressource, tout simplement parce qu'on ne peut pas s'approprier cette rente de rareté. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la tragédie des communs. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Oui, monsieur? En cas de droit de propriété bien défini, du coup, à l'inverse, l'exploitation s'arrête à chapeau? Oui, chapeau. Ah, la différence entre chapeau et bar, c'est vraiment la tragédie des communs. Si vous voulez, l'idée c'est qu'en chapeau, vous préservez la rareté de la ressource, c'est-à-dire vous laissez la plus grande partie de la ressource intacte parce que cette ressource intacte est pour vous source d'une rente, hein, c'est la rente de rareté. S'il n'y a pas de droit de propriété, vous ne pouvez pas vous accaparer cette rente, et donc vous allez extraire la ressource jusqu'au point où vous avez épuisement de la rente, c'est-à-dire jusqu'au point où le bénéfice est égal au coût. Oui? Est-ce que vous n'avez pas bien compris lorsque vous avez dit si c'est qu'il n'y a pas de droit de propriété, les chasseurs vont protéger l'endroit où le coût a le moyen justificatif? S'il n'y a pas de droit de propriété, le niveau de la chasse, l'effort, ça va être là. Regardez, vous ne pouvez pas aller à droite. Si vous allez à droite, le coût devient supérieur au bénéfice. Donc, ça veut dire que c'est irrationnel. Donc, si vous voulez, dans une situation sans droit de propriété, l'effort de chasse est supérieur à un chapeau, mais évidemment, il n'est pas infini. Parce que ce n'est pas rationnel. Il se fixe à EA. C'est bon? Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, si vous voulez, on peut s'arrêter, mais 3-4 minutes. D'accord? Donc, je ne quitte pas l'amphithéâtre dans 4 minutes maximum, je reprends.